Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La boîte tech qui automatise la couverture du risque de change. Philippe Gélis, CEO et cofondateur de Cantox à Londres. On s'est rendu compte à cette époque-là, c'était 2009-2010, que la finance, elle allait vivre un petit peu la même disruption qu'on avait déjà vue dans plein de choses, dans le e-commerce, dans le voyage. Et on essayait de chercher une idée, on n'arrivait pas trop à trouver, et de manière un petit peu chanceuse, en fait, on s'est rendu compte avec un client un jour que le FX, donc le change, c'était hyper manuel, ça se faisait souvent au téléphone avec son banquier, les prix n'étaient pas transparents, donc c'était vraiment à l'ancienne. Et donc on a vu l'opportunité, puis comme on aimait bien ça, on a dit allez, bango. Nous avons déjà abordé les problématiques de gestion de trésorerie. En revanche, jamais encore couvert le sujet de la gestion du risque de devise. C'est ce dont nous parlons avec Philippe. Cantox travaille main dans la main avec les banques pour permettre à ses clients, des ETI et des PME, de mieux adresser le risque de change et ainsi réduire la volatilité du PNL induite par la variation des taux de change. Cette boîte tech est présente au Royaume-Uni et en Europe et pénètre depuis peu les États-Unis. Nous découvrons la manière dont la solution Dynamic Hedging a été conçue et fonctionne, mais aussi l'évolution de cette scale-up qui s'est recentrée ces dernières années sur le software. Nous voyons donc en détail le workflow Forex au travers du use case d'un voyagiste. Vous verrez que c'est impossible pour les trésoriers de correctement évaluer ce risque et le couvrir de manière appropriée, l'information étant peu, voire pas accessible. Nous regardons aussi comment cela se passe dans d'autres secteurs comme le manufacturing ou l'industrie et comprenons que cela concerne en réalité de nombreuses sociétés de plus ou moins grande taille. Philippe nous donne toute la transparence sur les partenaires bancaires de Cantox comme Citi, Barclays ou encore la SVB Silicon Valley Bank. Enfin, nous terminons sur la couverture du risque des crypto-monnaies. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors merci de prendre du temps entre deux avions, ou tu vas bientôt prendre ton avion je pense. Alors je suis arrivé à midi et je repars après-demain. Demain j'ai une grosse journée Galion. Pour ceux qui ne connaissent pas le Galion, c'est le think tank des entrepreneurs en France, un endroit extraordinaire. Ok. Et non, tu vas où ? Je repars à Barcelone et puis ensuite on part avec le Galion faire un break. C'est des voyages hors Europe où on bosse sur des sujets très précis sur l'entrepreneuriat et on fait aussi un peu de sport. Ce sera du surf cette fois-là. Génial. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît aux auditeurs ? Donc Philippe Gélis, j'ai 42 ans, français du Sud comme vous l'aurez compris. J'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait un petit peu de conseil après, parce qu'il fallait bien payer les factures à la fin du mois, comme on dit. Et je me suis lancé dans la FinTech il y a une dizaine d'années, en 2011, et j'ai co-créé Cantox. Et alors, c'est né comment, Cantox ? En fait, on a été avec un de mes associés chez Deloitte, on faisait du conseil en stratégie. C'était un petit peu ennuyeux, pour être honnête, mais en fait, ça nous a donné l'opportunité de bosser avec beaucoup de directeurs financiers, de trésoriers. Et on s'est rendu compte à cette époque-là, c'était 2009-2010, que la finance, elle allait vivre un petit peu la même disruption qu'on avait déjà vue dans plein de choses, dans le e-commerce, dans le voyage. Et on essayait de chercher une idée, on n'arrivait pas trop à trouver, et de manière un petit peu chanceuse, en fait, on s'est rendu compte avec un client un jour que le FX, donc le change, c'était hyper manuel, ça se faisait souvent au téléphone avec son banquier, les prix n'étaient pas transparents, donc c'était vraiment à l'ancienne. Ouais. Donc on a vu l'opportunité, puis comme on aimait bien ça, on a dit allez, bango. Let's go. Donc vous êtes partis tous les deux et vous étiez en France à l'époque ? On était tous les deux, on était à Barcelone, on est allé faire par le plus grand des hasards Startup Weekend, c'était le premier Startup Weekend en Espagne, et on a rencontré notre CTO qui est américain, et 10 ans après, on est tous les trois toujours dans Cantox, ce qui est assez unique. Startup Weekend dit toujours, vous êtes une des plus grosses ou la plus grosse boîte qui est sortie et qui est là 10 ans après. Génial. Et on s'entend toujours bien, donc ouais, c'est assez unique. Parfait, écoute, c'est génial, tu vas nous décrire ça avec plein de détails. La première des questions que j'aimerais te poser, c'est, parce que tu disais que c'était un challenge pour les boîtes, mais vraiment de manière très pratique, c'est quoi les défis auxquels sont confrontés ces trésoriers d'entreprise vis-à-vis du change ? Alors je dis toujours, la trésorerie d'entreprise, c'est un petit peu le parent pauvre. Pourquoi ? Parce que quand on réfléchit à l'entreprise, en général, ça commence avec un comptable, un super comptable qui fait office de directeur financier, puis à mesure que l'équipe grossit, la comptabilité et la direction financière se séparent.
Et arrivé à une certaine taille, alors c'est difficile de donner un chiffre, mais on va dire peut-être aller à quelques centaines d'employés, c'est quand le trésorier arrive en général. Et le trésorier, c'est le dernier qui a réellement accès à beaucoup de technologies, à beaucoup de software. Donc il y a un ERP financier comme dans toutes les boîtes, il y a souvent un software de comptabilité, peut-être que c'est le même ERP qui fait les deux. Mais en général, il faut aller dans des boîtes déjà assez grosses pour qu'il y ait de la technologie dans la trésorerie. Ouais. Sinon, c'est fait très à l'ancienne. Ça surprendrait les auditeurs à quel point il y a des boîtes très très grosses qui, pour la gestion de trésorerie, sont toujours avec des tableurs Excel. Et quand tu parles de très très gros, c'est quoi ? On peut parler de boîtes qui ont plusieurs milliards de chiffres d'affaires. D'accord. Et alors, ils font comment ? Ils font comment ? Alors, pour gérer le change, c'est aussi quelque chose de spécial parce qu'en fait, la gestion du cash dans une boîte, c'est souvent très éloigné du business. Au final, qu'est-ce qu'ils font les trésoriers ? Ils ont des comptes en banque en devise avec du cash. Ils décident de changer ou pas, ils décident de couvrir le risque ou pas. Mais c'est des décisions très basées sur l'humain, dans la décision personnelle. Tous les calculs, une fois de plus, sont basés sur des Excel. Quand je dis tous les calculs, c'est pas si facile pour un trésorier de savoir quel est son risque de change sur le dollar à horizon de 12 mois. Pourquoi ? Parce que souvent, ça se base sur des forecasts qui sont dans un ERP. Parfois, il y a 5 ERP différents parce qu'il y a 5 filiales. Ouais. Et pour savoir quel est son risque de change sur le dollar, on va dire pour le mois de septembre 2022, c'est un casse-tête absolu. Et comment ils font ? Alors, très souvent, déjà, ils reçoivent tout un tas de fichiers de toutes leurs filiales. Ils font de la consolidation. Ils se font une idée si le forecast est fiable ou pas. Et à partir de là, ils prennent une décision sur ce qu'ils veulent couvrir ou pas. Et donc, ils appellent leur banque ou ils ont un terminal de trading. Aujourd'hui, c'est quand même plus digital qu'avant. Mais la capture d'informations et la prise de décision sur ce qu'il faut couvrir, elle est vraiment très manuelle et très basée sur l'humain. Et au niveau des décisions qui sont prises, je ne sais pas, au niveau du COMEX ou du board, est-ce que c'est des sujets... Alors c'est marrant parce qu'on en avait parlé avec Philippe Colombel et Sébastien Beillec au cours de mon épisode. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas du tout traité dans les grandes boîtes parce que ce n'est pas problématique, mais c'est vraiment un pain point pour les PME. Donc on avait travaillé sur cet épisode, enfin en tout cas ils étaient rentrés dans beaucoup de détails sur le sujet de la gestion de trésorerie, mais de façon vraiment pratico-pratique. Mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de cas de figure dans lesquels tu peux te retrouver et où tu as besoin de gérer ce risque de change ? Est-ce que c'est par exemple dans certaines industries plus particulièrement que d'autres, sur certains use cases ? Alors on va dire il y a 2 variables clés. Évidemment, est-ce que l'entreprise fait beaucoup d'opérations et de business en devise ? Si ça représente 80% de ses revenus, par défaut, il y a un risque de change très important à gérer. Et le taux de marge. Si on a des marges très faibles, la volatilité peut très rapidement faire disparaître la marge, voire faire qu'une entreprise ne va plus être rentable du tout. Donc c'est vrai que c'est les 2 variables clés, mais ça va aussi au-delà parce que toutes les boîtes cotées, évidemment, tous les quarters, elles font leur reporting financier et la volatilité peut énormément impacter leur reporting. Donc même si elles sont rentables, elles ont potentiellement un gros souci parce que la comptabilité peut être complètement déréglée. Et à partir de là, ça veut dire que le cours de bourse, il va en pâtir. Il y a des typologies de boîtes que tu vas plus retrouver sur toutes celles qui font de l'export, j'imagine ? En fait, on ne s'en rend pas très compte aujourd'hui, mais à peu près toutes les industries, elles ont une problématique change. C'est-à-dire qu'on va dans l'alimentaire, qui a l'air d'être quelque chose d'assez local, en réalité, on se rend compte que pas du tout. Parce que l'alimentaire, dès qu'on est sur, on va dire, des grosses PME ou des ETI, ça exporte très rapidement en dehors d'Europe. Je prends le cas de l'Espagne, puisque c'est un pays que je connais bien. C'est inimaginable la quantité de jambon espagnol, tu vois de quoi je parle, qui est exporté en Chine tous les ans. Ouais. C'est-à-dire, tous les ans, il y a l'équivalent de plusieurs centaines de millions de porcs qui terminent en Chine en tranches de jambon. D'accord. Si tu prends, je prends la France, par exemple, il y a d'énormes exportateurs de poulets. Ouais. On s'en rend pas compte, c'est un business qui a l'air très local. Ça exporte énormément aussi. Tu vas dans la chimie, c'est la même chose. Dans le voyage, évidemment, qui est un de nos gros secteurs. Ce que nous, on appelle manufacturing, pareil, qui est très large. Mais dès que tu produis, un industriel, en général, très vite, il achète en Europe ou il vend en Europe. Donc, en réalité, aujourd'hui, tu as très, très, très peu d'industries qui n'ont pas d'exposition au risque de change. C'est quasiment la norme pour tout le monde. Et même dans des boîtes qui, des fois, ne sont pas très grosses. On a parfois des PME avec 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont déjà une exposition très significative et qui donc ont un risque très significatif.
Alors, je te remercie beaucoup d'avoir donné ces exemples-là. Alors, moi, ce qui m'intéresserait que tu nous précises, c'est dans les trésoreries d'entreprise, quand il s'agit de PME, est-ce que les trésoriers ont des connaissances particulières sur ces sujets-là? Enfin, quel est le niveau d'une manière générale quand vous arrivez chez un nouveau client? Est-ce que tu as parfois des surprises? Enfin, vous avez des surprises quand vous intégrez ces clients-là, du manque ou au contraire des connaissances très approfondies que vos clients ont sur ces sujets-là? Alors, c'est une réponse qui pourrait durer des heures. On voit tout et son contraire. Ce qui est clair, c'est que à partir du moment où dans une entreprise il y a un trésorier, il y a vraiment la fonction de trésorerie, c'est très très rare qu'il ne soit pas conscient de la problématique du risque de change. Parce que je dirais c'est un petit peu ce qu'on apprend à l'école. La question après, c'est comment il va le gérer. Est-ce qu'il va avoir des outils pour le gérer? Et est-ce qu'il a une sorte de mandat pour le gérer en interne? Tu parlais tout à l'heure du fait que les petites boîtes, ils n'en parlent pas dans le COMEX. Alors c'est vrai, c'est faux. Et d'ailleurs, quand tu vas dans les grosses boîtes, en général dans le COMEX, il y a une politique de gestion du risque de change qui est définie. Mais ce qu'on voit très souvent chez des très gros clients, c'est qu'entre ce qui est défini dans la politique et ce qui est réellement exécuté et le résultat, il y a également un gap énorme. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à tracer et à évaluer avec les outils qui existent aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. De fournir des outils complètement automatisés qui vont traquer les transactions, qui vont traquer la rentabilité sur chaque transaction, qui te permettront de dire à la fin de l'année, mon exposition c'était X et mon résultat en termes d'impact de la volatilité sur mon PNL c'est Y. Ouais, c'est-à-dire qu'ils naviguent complètement à vue. C'est un peu au doigt mouillé, quoi. Mais même quand tu vas dans les très très grosses structures, ce que tu te rends compte, c'est qu'ils ont un petit peu plus d'outils pour arriver à plus ou moins estimer, forecaster leur exposition à court et moyen terme. Et quand je dis plus ou moins, c'est plutôt moins que plus, même dans des très grosses boîtes. Mais en général, ils ont une équipe un petit peu plus grosse pour le faire. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement très précis et très performants, mais il y a quand même des processus derrière. Ce qui n'empêche pas qu'on voit parfois des catastrophes industrielles, comme on les appelle chez Cantox. Il faut penser qu'il y a des secteurs qui, je dirais, le challenge du risque de change, je dirais, c'est quasiment le corps business de la boîte. C'est-à-dire, tu vas par exemple dans une grande compagnie aérienne, on va prendre Air France pour prendre un exemple, je ne parle pas d'un particulier, mais imaginons une compagnie de la taille d'Air France, un British Airways ou autre. C'est des compagnies qui vendent beaucoup en devises parce qu'en général, ils ont quelques très gros corridors. Par exemple, France-États-Unis, France-Japon, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de revenus en devises puisque le client américain ou le client japonais achètera en local. L'achat ou le leasing des avions est en dollars et tout l'achat de kérosène est en dollars. Dans une industrie très peu différenciée, à très grosse concurrence et avec de très faibles marges. Donc dans l'aérien, si tu fais mal les choses, ça peut quasiment amener une compagnie à la faillite. Il y a un cas très connu, c'est la compagnie sud-africaine, je ne me rappelle plus le nom, South Airways, je crois, dans les fins des années, au début des années 2000, qui a fait banqueroute à cause de la mauvaise gestion des couvertures sur le change et le kérosène. Je ne pense pas que ça puisse arriver dans des très grandes compagnies européennes, mais ça peut définitivement te faire passer dans le rouge ou dans le vert. Donc pour eux, c'est peut-être l'industrie la plus exposée et où c'est le plus compliqué. Et est-ce qu'il y a des tailles d'entreprise à partir desquelles ça devient vraiment critique et vraiment impacter considérablement le PNL? Je dirais que non, parce que même sur certaines PME, on voit parfois des cas où la gestion du change, c'est ce qui fera que la boîte va être rentable ou pas l'être. Ouais. Parce que la question, c'est vraiment est-ce que ça représente une grosse partie de ton PNL ou pas. C'est-à-dire, si tu as 90% de revenus en devises et imaginons 50% de coûts en devises, et que ce sont des devises différentes, ça peut vite être très compliqué. Imagine-toi que tu sources tout en dollars et tu vends une grosse partie, je ne sais rien, en pound ou en devise d'Europe du Nord. Oui. Je veux dire, c'est-à-dire que d'un côté, tu as acheté tout dans une devise, ta propre devise locale dans laquelle tu opères, c'est une autre, et celle dans laquelle tu vends, c'est encore d'autres devises. Oui. Et on voit beaucoup de cas comme ça. Dans le travel, par exemple, on a des clients qui gèrent jusqu'à 150 paires de devises en simultané, tous les jours. Ouais. Et c'est là qu'on veut faire la différence avec nos solutions, parce qu'on dit si 150 paires de devises au jour le jour, c'est ingérable. C'est-à-dire même si on a 10 trésoriers, s'ils font ça à la main en faisant des estimations dans un tableur Excel, et puis qu'ensuite, à la main, ils vont exécuter les opérations avec leur banque, ça ne marche pas. À l'inverse, si on automatise tout ce processus avec du software, là, ça marche très très bien, c'est très facile à traquer, c'est très facile d'analyser la performance, et donc au final, le software est plus fort que l'humain en termes d'exécution en tout cas. Et le cas dont tu parles, c'est un cas réel? Oui, c'est un cas réel, oui. C'est fou. Et avant, après, donc j'imagine que c'est un de vos clients maintenant. Est-ce que tu peux nous dire l'amélioration des marges
en pourcentage qui s'est faite juste en mieux gérant ce risque de change? Alors nous, on leur dit toujours, on ne va pas améliorer les marges, on va faire en sorte que la volatilité n'impacte plus ou quasi plus vos marges. Pourquoi je dis ça? Parce que la volatilité, elle peut faire qu'une année, elle va te faire perdre 5%, et une année, elle pourrait t'en faire gagner 5%, en théorie. Nous, ce qu'on dit aux clients, on fait toujours du backtesting sur leurs dernières années, on leur dit, voilà, ce qu'on a vu, c'est que grosso modo, ça va osciller l'impact de la volatilité entre plus 5 et moins 5. Nous, on va vous assurer qu'elle va osciller entre moins 0,5 et 0,5. Donc, grosso modo, on va éliminer 95% du risque. Et c'est ça qu'on leur vend, vraiment la gestion du risque qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Parfait, merci beaucoup. Du coup, vous vous êtes attardé sur quel secteur et quel use case au tout départ quand vous avez lancé Quantox? Donc, comme tu l'auras compris, on a commencé le travel. Et je donne toujours un exemple qui est assez révélateur. Imagine que tu achètes un voyage à New York pour partir à Noël. Donc tu vas aller en ligne, tu vas payer à ta carte de crédit et pour toi, voilà, tu as acheté ton voyage, tu pars à New York, tout est simple. En fait, le voyagiste en ligne, il va recevoir des euros. Imagine que tu es payé 3 000 euros pour ton voyage. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces euros? Il va acheter ton billet d'avion, puisque dans le pack, il y a un billet d'avion. Si la compagnie est française, c'est l'euro-euro, c'est simple. Mais quand tu vas faire le check-out de ton hôtel à New York après Noël, le voyagiste il va recevoir une facture en dollars. Et cette facture en dollars, évidemment, si ça ne soucie pas, elle va dépendre du taux de change à ce moment-là. Donc nous, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'en temps réel, au moment où toi tu cliques et t'achètes, on capte le montant de cette facture en dollars qui va arriver dans 4 mois. Et en temps réel, on va la couvrir. Et on peut aller couvrir cette micro-transaction, cette micro-facture, ou on peut l'agréger, aller couvrir par exemple une fois par jour, une centaine de factures qui ont été agrégées. Mais c'est ça qu'on fait très bien et c'est ça qu'un trésorier est incapable de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'info. C'est-à-dire, au moment où toi t'achètes, le trésorier n'a pas les outils en interne pour savoir que cette facture en dollars, elle va être émise en janvier. Et très souvent, il ne va pas le savoir jusqu'à quelques semaines avant l'événement. Donc il va perdre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de visibilité. Et donc là, c'est même plus une question de pure exécution ou de prise de décision sur comment couvrir. C'est juste que le trésorier n'a pas l'info. Oui, c'est l'accès à l'info. Vous lui donnez énormément de transparence, 100% de transparence sur l'info. Exactement. En fait, ce qu'on fait, on dit toujours, on définit le FX workflow d'un client, et le workflow, c'est depuis le moment auquel vraiment le risque est créé. Si on revient par exemple à l'industrie agroalimentaire dont je parlais avant, imagine une fois de plus qu'un client chinois fait une commande à un industriel espagnol pour du jambon. Au moment où il passe sa commande et où elle est enregistrée dans l'ERP, on capte cette information et on va couvrir le risque. Alors qu'en général, le trésorier, cette info, il va l'avoir à travers l'ERP peut-être des jours ou des semaines plus tard. Donc là où on est très fort, c'est sur la gestion de la data. Et en fait, c'est pour ça, parce que moi, quand j'ai commencé à préparer cette discussion, je m'étais vraiment intéressée au côté automatique. Et donc, c'est vraiment d'automatiser cette captation d'informations et tout de suite pouvoir permettre au trésorier de correctement prendre les bonnes décisions à ces moments-là. On a des clients pour qui on exécute, je crois que notre cas le plus extrême, c'est jusqu'à 2 000 ou 3 000 opérations par jour. Wow. 24 heures sur 24, en temps réel, ça tourne. Donc c'est une approche très très différente. Et alors comment ça se passe? Moi j'aime bien rentrer dans les coulisses pour comprendre comment vous avez monté prenons ce cas du voyagiste. À quoi vous êtes connecté? À quel système bancaire vous êtes connecté? Parce qu'au départ vous n'étiez pas organisé comme maintenant. Tu pourrais nous expliquer vraiment comment vous avez développé le MVP? Le MVP, il a pris du temps. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça un MVP. Déjà, chez Quantox, depuis le début, on a toujours eu l'idée que ce qu'on voulait faire, c'était de la techno et qu'on n'était pas vraiment une boîte de finance. Donc, à l'inverse des banques et même de beaucoup de brokers, de courtiers, nous, on n'a pas d'interne de trader, on n'a pas de trésorerie. C'est-à-dire quand un client il clique pour faire une opération, on est connecté directement au système bancaire, à la liquidité bancaire. Donc, l'opération se fait en 1 milliseconde sans que chez Quantox, personne ne soit impliqué. La partie qui a été plus challenging, ça a été de créer la connexion au système d'info du client, à l'ERP du client. Et comment est venue l'idée? Une fois de plus, ou comme souvent plutôt, en B2B, tu passes beaucoup de temps avec des clients à parler avec eux. Et surtout, tu essayes de décortiquer énormément leurs problèmes. Et parce que quand tu décortiques énormément, c'est là en fait que tu trouves les idées, les use cases et que tu peux construire un MVP. Si tu restes à la surface et qu'au final, ton client se plaint du fait que c'est compliqué de gérer les risques de change et qu'au final, les banques ne sont pas très transparentes et que les tarifs ne sont pas très compétitifs, tu fais quoi? Tu essaies d'être plus compétitif en tarif et au final, tu finis par te battre avec tous les gens qui veulent faire moins cher. Quand tu décortiques énormément les process, les workflows, c'est là que tu comprends comment tu vas pouvoir faire la différence.
Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer ce produit qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle Dynamic Hedging, qui est le cœur du réacteur et qui donc automatise toute la gestion des workflows de devises. Parfait, merci. Alors, si on parle de la boîte maintenant, je vais citer les chiffres, mais vous êtes capable de gérer 124 devises, vous avez 6500 clients et vous êtes 120 personnes. Comment ça s'est construit, cette équipe-là ? Tu pourrais un petit peu nous expliquer, parce qu'il s'est passé quand même quelques années pour en arriver là. Et comment vous êtes organisé ? Tu disais qu'il n'y avait pas de traders. Comment ça se passe ? On dit toujours le plus efficace dans la finance, c'est quand les machines parlent aux machines. Ça n'empêche pas que les humains sont là pour prendre des décisions et définir le fonctionnement de la machine, ou en tout cas comment elle devrait fonctionner. Donc ça ne veut pas dire qu'ils perdent le pouvoir. On dit toujours aux trésoriers, ne pensez pas que si vous nous utilisez, vous ne pourrez plus prendre aucune décision. Mais ce que vous allez faire, c'est mettre en place une machine, définir des règles d'exécution et petit à petit les affiner pour améliorer. Donc remplacer l'homme par la machine, ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, mais ça veut dire qu'au final, la machine sera beaucoup plus fiable, rapide, robuste. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. Parce que souvent, le financier entreprise ou le trésorier, il veut prendre toutes les décisions. Mais je dirais c'est une erreur, premièrement, parce qu'au bout d'un moment, on est un petit peu submergé. Et puis l'être humain, il dort, il part en vacances, il est en réunion. Nous, la machine, elle tourne 24 heures sur 24, du dimanche soir quand le marché ouvre au vendredi soir quand il ferme. Et donc, pour la petite anecdote, je me rappelle très bien la nuit du Brexit, ou la nuit du référendum, pardon. On était sur le point de signer un voyagiste français assez important, qui avait une grosse exposition au GBP. Finalement, le Brexit arrive, on a dit on en reparlera après. Et dans la nuit du référendum, grosso modo, il a perdu 2 millions de GBP. Il est arrivé le matin en panique. Il voulait se couvrir, il ne savait pas comment, il n'avait pas les chiffres. Donc, il a fait ça à la va-vite. Et on a repris discussion après. Il a très bien compris l'intérêt d'avoir une machine qui pouvait fonctionner la nuit quand le marché devient volatile et qu'il faut réagir très très vite. Et alors, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer concrètement comment ça se passe quand vous avez... Attends, parce qu'en fait, je reviens en arrière sur ma question. Tu m'as toujours pas dit comment vous êtes structuré au niveau de l'équipe. Donc, ça, c'est pareil. C'est une question qui pourrait... je pourrais passer des heures à répondre, puisqu'au final, je dirais une équipe, une entreprise, elle se structure et elle se restructure en permanence. Donc, si tu veux, c'est pas comme si on avait eu 1, 2 ou 3 étapes. Ce qui a été un très gros changement... Au début, on n'avait pas ce produit automatisation. On était plus focalisé les premières années sur une plateforme digitale avec des tarifs plus compétitifs, plus transparents. Donc c'était, je dirais, moins différenciant. Et à cette époque-là, on était structuré, je dirais, un petit peu comme toutes les boîtes de fintech. Au final, il y avait une équipe de vente qui était là pour trouver des clients, vendre aux clients. Et au final, ce que tu vendais, c'était une fois de plus un meilleur tarif, donc des économies. Ceci dit, on n'a jamais eu de trader. Pour revenir sur ta question, Nous, on a toujours eu cette idée que quand le client était sur la plateforme, qu'il appuyait sur un bouton, dans la milliseconde, cette opération elle a été réalisée et l'opération a été bookée avec nos partenaires bancaires à travers des connexions technologiques. On n'a jamais voulu avoir de traders, de book, de treasury desk, même si beaucoup de brokers le font parce qu'au final, ils arrivent à générer beaucoup de profits comme ça. On considère que tout d'abord, c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'on assume du risque. Et dans le cas d'un marché qui deviendrait très compliqué, très volatile, ça veut dire éventuellement perdre de l'argent. Et nous, on considère une fois de plus qu'on n'est pas une boîte de services financiers, on est une boîte de techno. Mais donc, on était structuré de manière un petit peu typique, sales marketing, une équipe d'ingénieurs. Ce qui a été un gros changement, quand on a commencé à développer Dynamic Hedging, la solution software automatisation, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'équipe d'ingénierie s'adaptait très bien, ce n'était pas du tout un souci, mais l'équipe de vente, non. Pourquoi ? Parce que vendre une solution en se basant sur le prix et vendre des softwares complexes qu'on va intégrer chez les clients, c'est pas la même chose. Dans le premier cas, on a besoin d'une équipe, jeune, motivée, agressive, qui est prête à courir derrière les clients et à vendre du low cost, ce qui est le cas d'un petit peu tout le marché, toute l'industrie. Dans l'autre cas, il faut des gens qui soient capables de vendre du software, des process qui vont durer plusieurs mois. Il faut comprendre la complexité niveau client. Ce qui veut dire qu'il faut spécialiser les équipes par industrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est expert de toutes les industries. C'est clair. C'est 2-3 industries maximum. Et à partir de là, il faut des gens qui soient capables d'aller vendre à des trésoriers, à des directeurs financiers de sociétés relativement grosses. Donc il y a un niveau d'interlocution qui est assez élevé. Sans me parler qu'ensuite, il faut aussi parler aux équipes IT. Ouais. Donc il faut des équipes d'intégration en interne, des équipes de customer success en interne. Chose qu'on n'avait pas au début. Donc on n'a pas réinventé la roue.
Mais on a dû passer donc d'un produit très transactionnel à un produit très software. Et ça a pris peut-être 2-3 ans pour faire le switch. On a su un petit peu. Il y en a certains qui ne sont pas restés parce qu'ils n'étaient plus adaptés à la nouvelle réalité. Mais on a beaucoup appris. Donc ça a été quand même, quand on le regarde a posteriori, ça a été un moment intéressant. Parfait. Alors, tu parlais des relations avec les banques. Derrière, vous avez des liquidity partners, des banques. Est-ce que tu pourrais nous citer les typologies principales de partenaires avec lesquels vous êtes connectés ? Bon, on a un seul type de partenaire, c'est les banques qui sont, je dirais, relativement grosses sur le FX. Oui. Donc, on a Citi, qui est de mémoire le numéro 1 dans le monde. On a Barclays, qui est peut-être 4 ou 5e, mais Barclays qui a surtout été, c'est assez méconnu, la banque qui a permis l'essor de la fintech au UK. C'est-à-dire si Barclays, il y a une dizaine d'années, n'avait pas été ouverte à onboarder toutes les boîtes de fintech qui démarraient à cette époque-là, je pense que la fintech au UK ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Ils ont eu un rôle hyper important qui est pas très peu connu, mais qui a été essentiel. Et on travaille aussi avec Silicon Valley Bank, parce que même s'ils sont beaucoup plus petits en termes de taille, il y a, je dirais, un très bon fit en termes de philosophie. Donc ça, c'est les banques qui nous fournissent à nous la liquidité sur nos plateformes pour réaliser des opérations. Mais j'imagine que ta question qui allait venir ensuite, c'est à cause du fait qu'on a des partenariats aussi, techno. Oui, tu anticipes mes questions. Je te voyais venir. Je te voyais venir. Alors, c'est quoi ces partenariats techno ? En fait, quand on a développé Dynamic Hedging, dans notre solution software, on ne cherchait pas du tout des partenaires pour le distribuer. Mais on a commencé à avoir des banques qui venaient nous voir en nous disant ça nous intéresse, la partie automatisation. On sait ou on pense que développer du software, on ne saura pas bien le faire nous-mêmes. Je pense qu'elle avait raison. Et donc, elle nous demandait de monter des partenariats. Et au début, il faut avouer qu'on y allait un peu à reculons. Parce qu'en général, un partenariat software avec une banque, ça veut dire qu'elle va commencer à demander tout un tas de certifications, de ci, de ça, qu'elle va vouloir des développements sur mesure. Donc, on y est allé petit à petit. Et au final, quand on regarde ça 3 ans plus tard, ça a très bien fonctionné avec BNP, avec Silicon Valley Bank. Donc, on est très content. Et qu'est-ce qu'on fait donc ? Très simple. On leur a dit, voilà, on a un software. Si c'est intéressant pour vos clients, très bien, on peut leur vendre la solution. Mais ce qu'on ne va pas faire, c'est ni d'y faire du développement pour vous, ni passer des mois à essayer de s'intégrer dans vos portails qui, au final, ne vont pas apporter beaucoup de valeur et qui vont nous faire perdre beaucoup de temps. Donc en fait, quand on bosse avec eux, on fait un truc très simple. Ils ciblent des clients qui, selon eux, sont des bons fits pour le produit. On va vendre le software ensemble à leurs clients. C'est nous qui sommes lead sur les process de vente. Et à partir du moment où on signe le client, le client il signe avec Antox. Mais ce qui se passe, c'est que la banque va fournir la liquidité. Donc nous, on ne vend que le software au client. Dans ce cas-là, on est une entreprise 100% software et pas de services financiers. D'accord. Mais alors pourquoi vous avez besoin d'avoir un agrément auprès de la FCA et de la Banque d'Espagne ? Parce que tous les clients à qui on vend en direct historiquement, à eux, on leur fournit la liquidité nous-mêmes. D'accord. Donc eux, ils font face à Cantox. Conceptuellement, on est l'équivalent d'un broker, on est une payment institution. Mais les clients qu'on sert à travers nos partenariats bancaires, dans ce cas-là, on est un pur software. Et l'intérêt, c'est un peu le débat éternel, start-up, large corp. Ils ont la distribution, c'est-à-dire ils ont déjà la taille, et on a la techno. Donc au final, notre raisonnement, ça a été de dire, parfois, on va se retrouver sur un cas, sur un client, qu'on pourrait servir en direct, et au final, c'est la banque qui va nous l'amener. Mais au final, on n'a pas beaucoup à y perdre. Mais il y aura beaucoup de cas où la banque nous amènera un client qu'on ne serait pas allé chercher nous-mêmes. Et c'est encore plus vrai quand on sort d'Europe. Parce qu'en Europe, on est régulé, donc on peut servir des clients dans tous les pays. Mais dès qu'on sort d'Europe, ce n'est plus le cas. Et en particulier aux États-Unis. Justement, la Silicon Valley Bank, elle est basée aux États-Unis. Alors, Silicon Valley Bank, c'est une banque américaine, évidemment, qui est aussi au UK et qui est devenue ou qui est en train de devenir notre port d'entrée aux États-Unis. Une fois de plus, les États-Unis, c'est un marché compliqué, la fintech, parce qu'il y a une régulation dans chaque État. Donc pour vendre dans les 50 États américains, grosso modo, il faut 50 licences. C'est très long, c'est cher, c'est compliqué. Donc au final, on s'est dit, pourquoi se compliquer la vie à faire l'investissement, sachant que c'est toujours un challenge de vendre aux US et ça peut ne pas fonctionner. Alors qu'on a un partenaire bancaire qui a déjà tout un tas de clients techno, des boîtes techno, qui sont très bons fit pour nos solutions. Ça va être très simple de démarrer avec eux, de tester le marché, de comprendre. Et on sera toujours à temps, si un jour on le souhaite, d'avoir une licence nous-mêmes.
Donc avec Silicon Valley Bank, on est en train de signer, ou on a déjà signé nos premiers clients américains. Et pour le moyen terme, c'est un de nos axes de croissance, puisqu'évidemment, même si c'est un marché où ils ont, je dirais, un appétit inférieur pour la devise, ils ont tendance à tout vouloir faire en dollars. La réalité, et on s'en rend compte, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de boîtes qui deviennent mondiales très vite, en particulier les boîtes techno, et qui, plus qu'avant, sont ouvertes à ne pas utiliser que leur propre devise. Donc souvent, on infravalorise la taille du marché américain parce qu'on pense qu'ils sont mono-dollars. C'est vrai, mais vu la taille du pays, il y a quand même une jolie part de marché à les prendre. J'imagine. Alors si tu parlais de Dynamic Hedging, qui est un petit peu votre produit phare, est-ce que tu pourrais nous parler des autres produits que vous mettez en avant et de la manière dont on travaille avec vous? Ok, donc Dynamic Hedging, c'est tout ce qu'on a expliqué, la solution d'automatisation qui est vraiment le cœur du business. On a deux autres produits. Un produit qui est assez innovant aussi, qu'on appelle Dynamic Pricing. En fait, toutes les boîtes qui vendent en devise, elles ont l'obligation, la nécessité de calculer des prix en devise. C'est la boîte française qui va, n'importe quoi, vendre aux États-Unis ou vendre à des clients américains, à un moment ou l'autre, doit calculer son prix en dollars. Et c'est habituellement fait de manière très archaïque. C'est-à-dire, une entreprise, elle prend le taux de la BCE d'hier ou de la semaine dernière, elle met ça dans son ERP et elle ne se pose pas trop de questions. Alors qu'en réalité, si on a une solution automatisée qui peut recalculer les prix très fréquemment, qui peut les recalculer uniquement si le marché bouge, qui peut prendre en compte le différentiel taux d'intérêt, dans les points forward, dans les pricing futurs et autres, peut permettre d'une certaine manière d'aller arbitrer et d'être plus compétitif. De manière au final très très simple, puisque c'est juste dans le calcul du prix. Donc on a développé ça de la même manière parce qu'un client était intéressé. Et la troisième partie, ce qu'on appelle Payment and Collection, ça c'est ce que j'appelle la commodity, ce que tout le monde fait. Donc il n'y a pas beaucoup de différenciation. Aujourd'hui, il y a une boîte qui fait des comptes en devises et du paiement en devises nouvelles tous les jours. Donc je dirais il faut le faire parce qu'on a certains clients qui nous disent non, nous on veut tout faire avec vous, inclus les paiements. D'accord. Donc on le fait. Mais je dirais le paiement, c'est un marché où on se différencie très difficilement sur le produit, la techno. Alors, l'user experience, c'est encore autre chose, mais je veux dire, au final, tout le monde travaille sur les mêmes rails. Tout le monde utilise Swift, tout le monde utilise des systèmes de paiement qui sont plus ou moins les mêmes, et des partenaires bancaires qui sont plus ou moins les mêmes. Donc, c'est pas là qu'on fait la différence en termes de techno et de positionnement. Donc, on le fait parce qu'on l'avait historiquement et parce que les clients sont intéressés, mais une fois de plus, on ne fait pas la différence là-dessus, simplement parce que c'est devenu quasi impossible. Et alors, pour les intégrations, donc, ça prend beaucoup de temps. Si on veut, par exemple, intégrer, si une PME nous écoute. Alors, on a un éventail assez large. C'est-à-dire qu'on a des boîtes, les assez grosses, on va dire l'ETI ou la boîte qui fait 1, 2, 3 milliards de chiffre d'affaires. En général, c'est un procès un petit peu plus long parce qu'il faut travailler l'équipe IT. C'est pas que ce soit beaucoup de workload réellement, mais entre le moment où on commence à travailler avec eux, on commence l'intégration, on fait l'affinement, ça peut prendre 4, 5, 6 semaines. Je parle du temps total, c'est pas le nombre de jours hommes, puisqu'en termes de workload, c'est assez simple. Mais après, on a les cas extrêmes de boîtes techno qui sont super live des API. On a déjà eu des cas, en moins de 24 heures, ils sont live. Donc... Bon, ça, c'est quand même pas la norme, je pense. Non, mais on a beaucoup de clients qui sont capables, en 1 semaine ou 2 semaines, d'être live. Ouais. Parce qu'au final, une API, je veux dire, ça reste un produit assez simple. Ouais. Après, on a des cas, évidemment, où on a une PME où l'API, ça leur parle pas trop, même si c'est surprenant, mais c'est de moins en moins le cas. Si on voit des PME qui ont des chiffres d'affaires de quelques dizaines de millions, l'équipe IT sait très bien ce que c'est une API et elle est assez à l'aise avec ça. Ok, parfait. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu pourrais rapidement parcourir la cap table, nous expliquer un peu comment elle a évolué? Alors, la cap table, je vais essayer de faire simple. On a évidemment, je ne sais pas si évidemment, mais depuis 2014, on a Partech Ventures et Invest Partners. Ouais. Donc, on a au board Philippe Colombel, que tu as eu il n'y a pas longtemps, et Benoît Grossman, que je crois que tu n'as jamais eu et que tu devrais avoir. Bah écoute, voilà. Tu lui diras. Je te ferai l'intro. Donc, ils nous accompagnent depuis 7 ans maintenant. Donc, je dirais ils ont vécu toute l'aventure et puis je dirais ils ont vécu l'évolution de la fintech, puisqu'en 2014, il n'y avait pas trop de monde. Et depuis 2019, on a BNP. Donc, vu que le partenariat avançait bien, et on était plutôt à l'aise avec le fait d'avoir une banque, on m'a souvent posé la question pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, on se positionne de plus en plus comme une boîte de software, on ne se considère pas service financier, on a des clients de plus en plus gros.
et que tu le veuilles ou non, avoir une grosse banque, BNP aujourd'hui c'est la plus grosse banque européenne, ça dépend comment on calcule, mais j'essaie de simplifier. Ouais. Les avoir au capital, c'est quand même aussi un signe de professionnalisme, de sérieux, de solidité. Donc on les a fait rentrer en 2019 et ça se passe très bien depuis ce jour-là, donc aucun regret à ce niveau-là. J'ai souvent des débats, on me pose souvent la question et je dis, un industriel au capital, faut faire attention, faut bien le réfléchir, faut avoir un pacte associé qui soit bien fait, mais il peut y avoir beaucoup d'avantages si on le fait bien. Parfait. Alors il y a une question qui me brûle les lèvres, on n'a pas du tout abordé, mais je suis sûre que tu as un avis sur la question. C'est au niveau des cryptos. Est-ce que il y a certaines boîtes, comme je pense à MicroStrategy et Michael Saylor, qui a placé la trésor de sa boîte en crypto. Disons plutôt que sa boîte, qui était mal en point, est devenue un hedge fund qui fait de la crypto. Mais bon, c'est un autre débat. Non, mais voilà. J'ai bien compris ta question. Comment est-ce que vous considérez ce nouveau changement de paradigme, en tout cas le fait qu'il y a quand même, je pense, des questions à se poser aujourd'hui pour vous? Écoute, quand on a créé Cantox, pour l'anecdote, alors je ne sais plus si c'était un prof, je crois que c'était un prof d'université qui est venu nous dire ce que vous faites, ça fait aucun sens parce que dans pas longtemps, on aura une seule devise dans le monde. 10 ans après, il y a grosso modo le même nombre de devises dans le monde que 20 ans avant et probablement dans 20 ans, on aura toujours là. Alors les cryptos... Je sens ton scepticisme. Ouais, alors les cryptos, c'est un sujet vaste, mais si on parle de crypto, on se focalise sur, on va dire, la partie devise et paiement. On n'a jamais eu un seul client qui nous a demandé de faire de la crypto. Donc je dis toujours, c'est mon premier argument parce que si j'avais eu 20% de mes clients qui m'aient demandé ou qui ne serait-ce qu'évoqué, je commencerais à me poser des questions. Vu qu'on est un software sophistiqué pour gérer le risque, si demain il devait y avoir des devises fiat et des devises crypto et un peu tout mélanger, alors peut-être que ce sera plus compliqué de bien gérer l'exécution des couvertures avec des cryptos, mais dans l'absolu, notre software il peut marcher avec tout. Ceci dit, j'ai quand même du mal à réellement croire qu'un horizon, allez, on va dire 4-5 ans pour faire simple, quand je pense à mes clients un par un, que je les vois là, que je les visualise, j'ai du mal à croire comment une partie significative pourrait réellement se mettre à faire du business en crypto. D'accord. Il y a peut-être une petite exception qui est la stablecoin, qui dans certains cas peut avoir certains use cases intéressants, mais je ne vois pas vraiment l'appétit côté B2B et surtout le B2B, quand on va sur la grosse PME, le TI ou la large cap, puisqu'on commence à aller vers des clients large cap, leur philosophie c'est toujours le risque, le risque et le risque. Donc je vois mal demain un trésorier de manière significative se mettre à faire de la crypto, mais en particulier pour faire du paiement en crypto. Parce qu'une fois de plus, nous ce qu'on fait, c'est gérer le risque de change, qui veut dire du revenu ou des dépenses en devise. Ouais. Que demain, je vais dire n'importe quoi, mais un client travel un peu gros commence à avoir des dizaines de millions d'euros équivalents de revenus en crypto ou à payer par dizaines de millions des fournisseurs en crypto, je le vois difficile. Mais bon, c'est un vaste débat. Aujourd'hui, pour moi et pour la plupart des gens, je pense que c'est un asset spéculatif qui fonctionne très très bien dans ce sens. Mais que ça devienne un moyen de paiement, je pense qu'on en est loin. Avec une fois de plus le cas un peu spécial des stablecoins, mais qui dans ce cas-là ne sont rien d'autre qu'une devise fiat qui est un peu transformée, et éventuellement retransformée en fiat après. Donc ça améliore, on va dire, la vitesse ou la capacité à payer vite dans certains cas, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'il faut qu'il y ait une fiat derrière. Bien sûr. Donc je regarde ça avec intérêt parce que l'innovation m'intéresse. Non, mais c'est une bonne question et c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un secteur qui m'intéresse. Mais plus je m'intéresse et plus je lis, plus j'ai l'impression à chaque fois que c'est encore plus le Far West que ce que je croyais en fait. Donc d'une certaine manière, moins je suis rassuré et plus j'ai de questions auxquelles personne n'arrive à répondre. Okay. Donc voilà, c'est assez fascinant, mais c'est très dur de dire où ça ira. Parfait. Tu parlais des États-Unis, donc on a compris que vous aviez une stratégie pour vous développer là-bas, et notamment grâce à votre partenariat avec la SVB. Sinon, les autres prochaines étapes pour Cantox, c'est quoi ? Je pense qu'on a encore au moins 4-5 ans durant lesquels on peut se focaliser à 100% sur ce qu'on fait aujourd'hui. Sans vouloir être trop technique,
Notre software aujourd'hui doit couvrir 60 ou 70% des cas d'usage, puisque quand une entreprise décide de se couvrir, après il y a tout un tas de manières de se couvrir. On appelle ça stratégie de couverture, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on couvre grosso modo 2/3 des stratégies de couverture et on a encore quelques limitations. Je pense qu'il nous faut encore probablement 2 ans pour que le produit couvre, on va dire 95%. On n'ira peut-être pas faire la long tail, mais on est encore très ou quasi uniquement européen. Donc, entre le développement produit qui va venir et le fait qu'on veut se développer hors Europe, je pense que pendant 4-5 ans, ça va vraiment être de l'exécution pour grossir et scaler. On n'a pas nécessairement, en tout cas à l'heure actuelle, d'ambition ni de se diversifier. On demande souvent. Conceptuellement, notre software, il pourrait très bien fonctionner dans tout ce qui est commodity. Parce que même si c'est un marché plus petit en nombre de clients, parce que c'est évidemment pas toutes les PME qui sont actives dans les commodities, ça reste un énorme marché. Carrément, oui. Un peu plus compliqué en termes techno, parce qu'il y a moins de banques ou autres qui pourraient nous fournir avec l'automatisation des solutions. Mais ça peut clairement être un produit qu'on pourrait proposer un jour. Mais une fois de plus, horizon 4-5 ans, développement États-Unis, probablement Asie ensuite, sur notre cœur de marché qui est les softwares pour la gestion du FX. Et je pense qu'on a beaucoup à faire. Ce qui ne veut pas dire que ce sera simple. Donc, gros challenge devant nous maintenant, c'est de l'exécution. Parfait. Bon, je sais que tu écoutes certains de mes podcasts. Je ne sais pas si tu les écoutes jusqu'à la fin, mais je clôture toujours par une recommandation de livre, par exemple. Un livre hyper intéressant qui a été rédigé très récemment par des universitaires canadiens sur la démographie et qui explique en fait comment le consensus actuel en termes de démographie est complètement faux. Pour la bonne et simple raison que, on va dire, les Nations Unies en général dans le monde, la démographie, les projections démographiques se font en se basant sur les comportements d'aujourd'hui. Sauf qu'on se rend compte d'une chose évidente, c'est qu'il y a 2 choses qui influencent énormément la démographie, on va dire dans les pays moins développés, puisque c'est de là qu'elle vient. C'est premièrement le déplacement des populations depuis les campagnes vers les villes. Et ça a un effet en particulier, c'est que quand on vit dans les campagnes, on a un intérêt économique à avoir beaucoup d'enfants, alors que quand on vit dans les villes, les enfants sont un poids économique. Donc quand entre guillemets, un paysan pauvre chinois se déplace de sa province dans une ville, il va avoir beaucoup moins d'enfants naturellement. Et l'autre qui ne te surprendra pas, qui est un peu lié, c'est l'éducation des femmes. Donc on a tendance par exemple à projeter une explosion démographique en Afrique parce qu'on ne prend pas en compte ces 2 facteurs essentiels. Et selon eux, la population mondiale va probablement culminer à 7 ou 7 milliards et demi. Et puis elle va commencer à décliner. Donc on ne va jamais arriver aux 10 milliards que certains prétendent. Et donc ça va avoir un impact colossal évidemment sur tout un tas de choses. C'est une bonne nouvelle pour la planète. C'est une très bonne nouvelle pour la planète. C'est pas une très bonne nouvelle pour nos retraites et pour tout un tas d'autres choses. Mais je dirais au final, il va falloir s'adapter. Donc voilà, on peut pas faire grand-chose. Enfin, à notre échelle personnelle, on peut décider d'avoir plus d'enfants ou moins d'enfants, mais je pense pas que c'est ce qui va faire la différence. Et c'est quoi le titre du bouquin ? Planète vide, le choc de la décroissance démographique mondiale. C'est écrit par Darrell Bricker et John Ibbitson. Parfait. Merci Philippe. Avec plaisir. C'était hyper intéressant. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.